qu'est-ce qu'une supply chain? Le concept de supply chain fait référence à un réseau à l'échelle souvent internationale d'entreprises interdépendantes qui se coordonnent dans l'objectif de transformer des matières premières et composants en produits finis destinés aux clients finaux. Les matières premières sont des matières produites par la nature qui nécessitent une transformation pour être utilisées, comme par exemple des matières premières agricoles comme le blé ou le maïs, des minerais comme le cuivre ou le fer, ou encore des matières premières énergétiques comme le pétrole, le charbon ou le gaz. Un produit fini est un produit qui, après plusieurs étapes de production et de transformation, est prêt à être consommé par le client final, comme par exemple un PC, un smartphone, un shampoing, etc. Afin de réaliser cette transformation des matières en produits finis, chacun des acteurs de la supply chain doit réaliser 3 types de processus. Le processus d'achat, qui consiste à acheter et approvisionner des matières premières et composants de chez les fournisseurs. Le processus de production, qui consiste à réaliser des opérations de transformation des matières premières et composants achetés en produits finis à l'aide de ressources de l'entreprise. Et le processus de distribution, qui consiste à assurer la mise à disposition des produits finis aux clients finaux à travers des activités de conditionnement, transport et éventuellement entreposage. Ces processus d'approvisionnement, de production et de distribution entraînent l'existence de 3 types de flux. Des flux physiques, des flux d'information et des flux financiers entre les différents acteurs de la supply chain et les différentes ressources utilisées par chacun des acteurs. Dans la suite, nous allons définir chacun des processus et chacun des flux de la supply chain. La fabrication d'un produit dans une entreprise nécessite d'abord l'approvisionnement de matières premières et composants nécessaires auprès des fournisseurs de l'entreprise. Par exemple, un fabricant de yaourt devra acheter du lait auprès des fermes laitières, mais aussi potentiellement des ferments lactiques, des fruits, des arômes, des emballages, des étiquettes, etc. Le bon fonctionnement de cette étape est réalisé en 2 étapes, l'achat puis l'approvisionnement. Ces 2 termes sont parfois abusivement confondus, quoique chacune de ces 2 fonctions a des objectifs et des missions bien distinctes. La fonction achat, c'est l'interface de l'entreprise avec les fournisseurs externes. Lorsque l'un des départements de l'entreprise souhaite acheter de la matière première, composants, prestations, énergie, fournitures ou autres, il adresse un cahier de charges au service achat qui s'occupe de sélectionner des fournisseurs, de lancer un appel d'offres, de sélectionner la meilleure offre, de mettre en place le contrat avec le fournisseur, puis de suivre ses performances en termes de conformité au cahier de charges. La fonction approvisionnement gère la partie opérationnelle du contrat, c'est-à-dire qu'elle décide du planning des dates et des quantités à commander. À chacune des dates planifiées, elle passe commande au fournisseur, assure le suivi de la commande, c'est-à-dire qu'elle rappelle en cas de retard par exemple. Elle assure la réception des commandes, y compris un contrôle qualité si nécessaire. Elle s'occupe aussi de la gestion du magasin de stockage en termes de suivi des stocks et des gestions des ressources du magasin. En termes de coût de revient des produits, ce processus d'achat et d'approvisionnement est une étape très importante dans la plupart des entreprises. On peut considérer que globalement, au moins 50% des coûts du compte de résultat sont constitués d'achats de produits et de prestations. Le deuxième processus principal dans une supply chain est la fabrication. Elle consiste à utiliser des ressources humaines ou matérielles de l'entreprise pour transformer les matières premières et composants achetés chez le fournisseur en produits finis qui seront distribués aux clients de l'entreprise. La fabrication est en général réalisée en plusieurs étapes, décrites dans la gamme opératoire. Ce sont les recettes de cuisine un peu de la fabrication. Cette phase de transformation fait directement intervenir des connaissances et des savoir-faire techniques et technologiques de l'entreprise. C'est son cœur de métier. Maîtriser son cœur de métier en réalisant des produits sans défaut qualité, c'est aujourd'hui nécessaire pour conquérir des parts de marché dans un environnement où il y a une forte concurrence. L'étape de fabrication est bien sûr au cœur de cette qualité de réalisation des produits. L'entreprise a tout intérêt à maîtriser son processus de fabrication pour garantir cette qualité de réalisation et se faire un nom dans le marché pour se différencier des concurrents. On appelle ça un critère de différenciation stratégique.
Le troisième processus de la supply chain, c'est la distribution. L'objectif de cette étape, c'est de délivrer le produit au client au moment souhaité, à l'endroit souhaité et dans la quantité souhaitée, et éventuellement sous un conditionnement spécifique. C'est finalement ce qui permet d'avoir un client content. On peut donc dire que la distribution est au cœur de la qualité de service au client, au sens par exemple où l'on respecte le délai de livraison convenu. Généralement, la première étape dans ce processus consiste souvent à réaliser un conditionnement correspondant au pays où la commande sera expédiée en termes par exemple d'étiquette ou de notice dans la langue du pays de distribution du produit. Puis, il faut réaliser un emballage adéquat qui va protéger le produit durant son transport. L'emballage peut être léger pour des produits peu fragiles et au contraire très soigneusement conçu pour des produits qui peuvent être facilement endommagés. Par exemple, des téléviseurs seront individuellement protégés par des blocs de polystyrène et du papier à bulles et le tout placé dans des boîtes de carton parfois renforcées. Le produit conditionné sera ensuite transporté par avion, par bateau ou par camion, soit directement chez le client, soit dans un entrepôt où il va être stocké quelque temps, puis sera rechargé sur un autre moyen de transport pour être acheminé vers le client. On voit donc que la distribution inclut plusieurs types d'opérations variées et complexes. Ces opérations, au même titre que les opérations de fabrication, doivent être optimisées, car sinon elles risqueraient d'induire des délais jugés trop longs par le client ou des coûts de distribution trop importants. Maintenant que nous avons vu les trois processus principaux de la supply chain, intéressons-nous aux flux. Il y a d'abord les flux physiques primaires qui correspondent à la circulation des matières premières qui vont des champs, des mines, des puits de pétrole, des mers, etc. vers des usines. Puis d'usine en usine en passant par des entrepôts à travers des moyens de transport et de manutention tels que des wagons, des camions, des chariots élévateurs, etc. Puis à l'intérieur des usines, les produits seront modifiés et assemblés. Et puis le produit fini va ensuite vers l'entrepôt-usine, puis d'autres entrepôts ou plateformes de distribution jusqu'aux grandes surfaces pour enfin arriver aux clients finaux. Dans le sens inverse circulent ce qu'on appelle les flux physiques inverses. Ils correspondent à la circulation des emballages et des contenants réutilisables comme les bonbonnes de gaz ou les bouteilles en verre de limonade, les palettes dans les entrepôts, les bacs plastiques, ainsi qu'au flux de retour des produits finis par les clients dans le cadre de ce qu'on appelle la logistique inverse, c'est-à-dire les retours des produits au service après-vente pour réparation ou échange, ou le retour des produits en fin de vie pour qu'ils soient recyclés ou détruits, comme par exemple du verre, du papier, du plastique. À côté des flux de produits circulent des flux d'informations tout au long de la supply chain. Ils correspondent par exemple à la circulation entre clients et fournisseurs de la chaîne de cahiers de charges et de réponses aux appels d'offres pour les processus achats d'un produit, les commandes, le programme d'approvisionnement et de facture pour la fonction approvisionnement, les prévisions de vente, les nomenclatures, les gammes de fabrication, les ordres de fabrication pour les processus fabrication ou encore le suivi de stock en entrepôt et les programmes de livraison pour le processus de distribution. Dans le domaine de la supply chain, le volume d'informations à traiter est énorme parce qu'on doit gérer parfois des milliers de produits, avec pour chacun des produits des centaines, voire des milliers de composants. Donc les entreprises ont généralement recours à des systèmes d'information afin de fiabiliser l'information et de traiter rapidement les échanges. Le dernier flux correspond au flux financier. On retrouve les flux financiers primaires qui accompagnent les flux physiques primaires sous forme de paiement client à fournisseur pour des produits achetés ou des services ou des prestations rendues. On retrouve aussi les flux financiers inverses qui accompagnent les flux physiques inverses sous forme de paiement fournisseur à client pour les remboursements d'un produit défectueux par exemple ou pour le paiement de pénalités en cas de retard de livraison ou de retard de paiement par exemple. Ceci est une représentation classique d'un réseau de supply chain qui montre les différents niveaux de la chaîne depuis le niveau des fournisseurs de matières premières jusqu'au niveau des clients finaux. Chaque rectangle d'un niveau donné représente l'ensemble des activités qui sont réalisées en interne dans une entreprise. Les rectangles de niveau inférieur qui lui sont reliés par un arc représentent le ou les fournisseurs auprès de qui il achète un produit ou une prestation.
Notez qu'à partir de cette représentation, on peut imaginer qu'il y a des supply chains plus simples que d'autres, comme la supply chain d'un yaourt par exemple, avec relativement peu de matières premières, en comparaison avec d'autres supply chains beaucoup plus complexes, comme des supply chains de smartphones ou de voitures, avec un grand nombre de matières premières, de pièces, de composants pour fabriquer le produit final. Finalement, si on examine ce schéma de la supply chain, on reconnaît que les différentes entreprises de la chaîne logistique sont liées entre elles, alors analysons ce lien de plus près. La majorité des coûts de revient d'un produit fabriqué par une entreprise donnée proviennent des entreprises fournisseurs. En effet, la colonne que vous voyez sur le schéma représente le prix de vente d'un produit fabriqué par une entreprise donnée. Ce prix est constitué de 3 principales composantes. Le prix de matières premières et composants achetés par l'entreprise à des fournisseurs externes, les coûts de production de l'entreprise et la marge bénéficiaire de l'entreprise. La partie grise qui représente les coûts d'achat correspond au prix de vente des composants vendus par le fournisseur de niveau 1. Le ou les fournisseurs de niveau 1. Ce prix est aussi expliqué par le coût d'achat, le coût de production et la marge bénéficiaire de ou des fournisseurs de niveau 1. De même, le coût d'achat du fournisseur de premier niveau correspond au prix de vente des pièces vendues par le ou les fournisseurs de deuxième niveau. Ce prix est donc aussi expliqué par les coûts d'achat, les coûts de production et la marge bénéficiaire du fournisseur de niveau 2. Et ainsi de suite tout au long de la chaîne de fournisseurs. Notez qu'ici on s'est arrêté au niveau 3 des fournisseurs, mais la chaîne peut être beaucoup plus longue pour des produits complexes et un nombre élevé d'activités externalisées. Ainsi, vous pouvez voir que le coût de revient se constitue tout au long de la chaîne logistique et non pas seulement chez l'opérateur final. Celui-ci ne maîtrise en général qu'une faible part de la valeur ajoutée dans l'élaboration du produit. Il achète souvent de 50 à 90% du coût de revient de son produit. Donc il aura beau être très performant dans sa fabrication d'un point de vue coût, si ses fournisseurs ne sont pas performants à leur tour, il ne pourra pas être compétitif sur le marché. C'est pour ça qu'on dit que la recherche du meilleur coût se construit tout au long de la chaîne logistique et non pas seulement chez l'opérateur final. Et ce qui est vrai pour le coût est vrai aussi pour d'autres indicateurs de performance, comme la qualité par exemple. On ne peut pas garantir un produit sans défaut si nos fournisseurs n'arrivent pas à garantir des pièces et composants sans défaut également. Ou comme aussi le respect des délais. Une entreprise ne peut pas respecter ses engagements de délai vis-à-vis de son client si ses fournisseurs ne respectent pas à leur tour les engagements de délai qu'ils ont pris envers elle. Ainsi, on peut dire que la bonne performance de l'entreprise dépend de la bonne performance de toute sa chaîne de fournisseurs. Et c'est en reconnaissance de cela que le concept de supply chain est apparu à la fin des années 90. Le supply chain management, ou la gestion de la chaîne logistique, qui est l'objet de ce cours, prend en considération ce lien en cherchant l'excellence des performances de tous les acteurs qui composent la supply chain, bien qu'ils soient indépendants, mais ils sont centrés sur un seul et même objectif qui est la satisfaction du client final. En effet, le but de l'entreprise est de satisfaire le client afin de garantir des parts de marché dans un environnement où la concurrence est rude. Donc si l'entreprise n'a pas de clients, elle n'existerait pas finalement. C'est vrai pour une entreprise industrielle qui fabrique des produits, mais c'est vrai aussi pour des entreprises de services. Donc un restaurant doit satisfaire ses clients pour qu'ils reviennent, un opérateur téléphonique doit satisfaire ses clients pour les fidéliser, et un hôtel par exemple doit satisfaire ses clients pour qu'ils le recommandent et qu'ils reviennent par la suite. Donc peu importe le métier, le problème de la qualité, du délai et du coût est universel. Donc on a dit que l'objectif de la supply chain, c'est de satisfaire le client. Alors, la question qui se pose, c'est que désire le client? Donc pour le comprendre, on parle des 7 B de la supply chain. Les 7 B comme livrer le bon produit au bon client dans la bonne quantité, au bon moment, dans le bon endroit, au bon prix et dans le bon conditionnement. Lorsqu'on parle du bon produit, on parle de concevoir et de développer des produits qui répondent aux besoins du client et qui peuvent même parfois anticiper ou carrément créer ce besoin. Pensez à l'invention du smartphone. Ce n'était pas un besoin clairement exprimé par le client. Le fait d'avoir un téléphone qui réunisse appareil photo, calculatrice, navigateur internet, etc. Et pourtant, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Donc le besoin a été créé. Les produits
ainsi conçus devront être réalisés conformément aux spécifications. Et pour ça, il faudra concevoir leur processus de production. Celui-ci va impliquer la mise en œuvre d'équipements et de travail du personnel. La bonne conception du processus de fabrication associée au bon choix des fournisseurs, comme on l'a vu précédemment, ont une influence déterminante sur le coût, donc le bon prix du produit, et sur la qualité aussi, donc sur le bon produit livré au client. Donc selon les quantités que le service commercial espère vendre, donc ce qu'on appelle les prévisions de vente, l'entreprise doit choisir un niveau de capacité de production. Donc si la capacité mise en place est suffisante, l'entreprise pourra satisfaire la demande de ses clients sans retard et donc livrer les bonnes quantités au bon moment. Ensuite, donc un réseau de distribution qui est performant avec des entrepôts qui sont bien situés et bien gérés, ainsi que des moyens de transport qui sont bien choisis et correctement planifiés, permettront d'assurer une livraison au bon endroit et au bon moment souhaité par le client. Et finalement, le choix du bon conditionnement approprié pour chacun des produits en fonction de sa fragilité permettra de garantir l'intégrité depuis la sortie de l'usine jusqu'à l'utilisation par le client.